Alors, pour Ouais, ceux tout à fait. qui ont connecté au fur et à mesure, je vous présente Jean-Philippe Ollier. Donc, Jean-Philippe Ollier, c'est le vice-président de l'ingénierie du groupe Michelin. Alors, Michelin, tout le monde connaît, c'est vraiment un fleuron de l'industrie française, leader du pneu et reconnu mondialement pour son innovation. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être là avec nous aujourd'hui. Et alors, vous nous avez un petit peu parlé de votre parcours, mais est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui se sont connectées au fur et à mesure, nous reparler de votre parcours chez Michelin? Très bien. Bon, donc moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans un premier temps dans une petite boîte qui est du côté de Paris, qui s'appelle Bertin et compagnie. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est celle qui étudiait l'aérotrain. Donc, j'ai fait beaucoup de maths. Et puis, au bout d'un certain temps, j'en ai marre et je suis venu dans l'industrie. Et donc, ça fait maintenant 32 ans que je suis chez Michelin. Et j'ai un double parcours, un parcours industriel, où j'ai été à la fois concepteur procédé, où j'ai été patron technique d'usine, directeur d'usine, j'ai monté des usines. Et là, donc, j'ai été directeur industriel de la ligne produit Touriste Camionnette, c'est-à-dire la moitié du chiffre d'affaires du groupe avec une trentaine d'usines. Et puis, j'ai aussi un parcours de conduite de business, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai piloté des business, soit des business liés aux pneus voitures et camionnettes, soit des business liés aux poids lourds, soit des business, j'ai piloté le business lié à l'exploitation des pneus avions. Et puis, donc, j'ai aussi eu la responsabilité de l'Amérique du Sud en tant que société et business pendant 6 ans. Et puis, depuis 6 ans, je suis patron d'ingénieur. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous avez vraiment touché à tout, toutes les fonctions, la production, l'engineering. Vous qui connaissez la société comme ça et qui l'avez vu évoluer sur une période assez longue, parce que votre expérience est là pour en attester, comment vous faites chez Michelin pour rester aussi innovant? Je sais que Michelin a fait des avions, vous avez créé le guide Michelin, vous innovez énormément sur le pneu, sur les services autour du pneu. Comment vous faites pour rester comme ça tout le temps innovant? L'innovation fait partie de notre ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'un de nos objectifs est de faire la différence sur le marché. Donc, pour faire la différence, il faut faire autre chose et dans tous les domaines. Et innover, c'est à la fois innover sur les produits, mais c'est innover sur les organisations qui permettent de mettre ces produits sur le terrain, sur le marché. Et c'est aussi innover dans le domaine de nos industriels pour pouvoir fabriquer avec la fiabilité qu'il faut et la qualité qu'il faut l'ensemble de ces innovations. Donc, on est là pour proposer des choses différentes, pour proposer des progrès dans le domaine de la mobilité à tous les marchés auxquels on s'adresse aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que pour pouvoir faire ça, il faut être constamment en train de chercher, en train d'essayer et en train de se décaler. Ouais. C'est très intéressant. Et en fait, vous avez toujours été innovant, mais alors, tous les gens qui sont ici aujourd'hui sont particulièrement intéressés par la transformation numérique. Et c'était ce que vous nous racontiez un peu avant. Comment vous avez fait pour passer d'une innovation qui est plus sur les matériaux, sur les procédés de production, à une innovation sur le digital et sur la donnée et les services associés à vos produits? Comment vous avez opéré ce changement? Alors, en fait, c'est pas, on fait les deux. On fait les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on continue énormément donc, à travailler sur le matériau, parce que quand on parle de matériaux, on parle aussi de recyclage des matériaux et d'utilisation de ces matériaux recyclés. Donc, il y a un champ infini de travail à réaliser dans le domaine du matériau. Et vous savez que dans le pneumatique, il y a plein de matériaux différents, y compris du fil métallique et des fils textiles. Donc, on travaille encore énormément sur l'association et sur de ces matériaux. Mais à côté de ça, on sait que finalement, pour qu'un produit soit efficace sur le marché, il faut en comprendre l'utilisation. Et depuis maintenant de nombreuses années, on met en place des mesures, donc on va chercher des données sur l'utilisation de nos produits, ce qui nous permet de connaître de mieux en mieux cette utilisation et les différentes utilisations de ce produit, ce qui nous permet de connaître aussi donc, nos clients, et ça nous permet de mieux concevoir les produits. Ça nous permet aussi d'aider les entreprises avec lesquelles nous travaillons, de les aider à avoir des données d'utilisation du produit et eux-mêmes d'optimiser un certain nombre de conditions d'utilisation de ces produits-là.
Donc, on est à la fois en win-win quand on utilise ces données-là. Et donc, vous comprenez, et pour nous, le pneu, c'est un produit effectivement qu'on vend, mais pour une entreprise qui l'achète, c'est un asset. Et donc, les données qui sont liées à cet asset sont bien évidemment des données importantes pour nos clients. Et quand on fait un raisonnement et on extrapole ce raisonnement à l'industrie, donc on voit bien que l'utilisation de la donnée elle est de plus en plus importante dans de nombreux secteurs de l'entreprise. On a été regarder comment utiliser la donnée aussi dans le domaine industriel. Et dans le domaine industriel, on a des assets qui sont très importants. Et donc, on mesure l'utilisation de ces assets pour pouvoir les optimiser. D'accord. Donc, ce n'est pas différent d'innovation matériaux-produits, c'est vraiment dans la même culture. Vous avez forcément naturellement été sur la donnée et l'utilisation de vos produits. Oui. Et quelles compétences il a fallu développer pour ça? Parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes ingénieurs qui innovent sur on va dire sur le caoutchouc, son recyclage et tous les matériaux que vous mettez en œuvre. Ce n'est pas les mêmes types de formation et de compétences, ceux qui travaillent sur la donnée. Comment vous avez réussi à développer ces compétences? D'abord, il a fallu comprendre de quoi on parlait. En fait, graduellement, on a vu qu'il y avait des compétences à acquérir dans le domaine de l'acquisition de la donnée, donc dans le domaine de dans le domaine, quand je dis mesure, c'est tout type de mesure. Donc on met en œuvre, par exemple, des systèmes de vision. Derrière, on y accroche un peu d'intelligence qui nous permettent effectivement de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Une partie informatique qui est là, mais il y a aussi une partie sur la donnée elle-même. Il faut que si elle n'est pas comprise par les différents services qui vont aller chercher cette donnée, puisqu'une donnée dans une industrie, elle est souvent nécessaire à la recherche-développement que nous avons, qui travaille sur nos pneumatiques. En fait, il faut que la donnée soit partagée. Pour qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit formatée, il faut qu'elle soit référencée. Donc, on a plein aujourd'hui de personnes, de plus en plus de personnes liées au métier, que ce soit les métiers de la qualité, de la maintenance, de la supply, mais aussi des métiers liés aux procédés dans nos usines, des métiers plutôt méthodes. Nous avons des gens spécialisés pour définir proprement la donnée et pour que derrière, on soit capable de s'en servir. Et puis après, il y a justement donc les métiers de l'utilisation de la donnée. Oui. Et ces métiers-là, en fait, il faut que nos ingénieurs et techniciens dans différents domaines, maintenance, qualité, supply, etc., mais aussi sécurité, que tous ces gens-là comprennent le bénéfice de l'analyse de la donnée et comprennent les outils qui peuvent être mis à leur disposition pour pouvoir analyser proprement la donnée. Eux, ils connaissent, ils ont le métier, et ça, c'est essentiel. Donc, on fait grandir ces personnes dans nos équipes, dans nos usines, pour qu'ils comprennent les gains de temps et les progrès et de performance qu'ils peuvent faire avec l'utilisation de la donnée. Donc, c'est à la fois des compétences spécifiques, technologiques, effectivement, qu'on va aller chercher, et puis ce sont des métiers, nous, qu'on fait grandir chez nous. Puis un dernier point, il y a des modèles aussi, on a des modèles de plus en plus sophistiqués, donc on parle de data scientist, donc on est en train effectivement aujourd'hui aussi de former des gens à la data science ou d'embaucher des gens, et là on fait un mix des deux, on arrive à faire grandir des personnes qui sont chez nous, mais on va aussi chercher des compétences à l'extérieur. D'accord, d'accord. Alors, vous nous avez parlé d'un exemple plus tôt, mais il y a des gens qui se sont connectés après. C'était passionnant. En fait, vous avez démarré à vendre des pneus et ensuite vous avez outillé ces pneus et maintenant vous vendez le service associé aux pneus. Est-ce que vous pouvez nous reparler de l'exemple, soit pour les camions, soit pour les avions, en fait, de cette transition de la vente d'un produit à un service? Alors, je peux prendre un autre exemple puisque je le connais bien et pour ceux qui m'ont déjà écouté, ça ne sera pas une répétition. Je vais prendre l'exemple des pneumatiques avions. Oui. Donc, j'ai piloté le business des pneumatiques avions pour l'entreprise. C'est un produit spécifique, c'est un produit qui est compliqué parce qu'il va très vite. C'est la vitesse d'une Formule 1 en fin de décollage. Vous imaginez un pneu poids lourd et vous mettez qu'un seul pneu sous un poids lourd et vous imaginez le poids qu'il a sur la contrainte de poids qu'il peut avoir. Ce sont des pneus qui sont sollicités à des températures extrêmes.
150 degrés à moins quelque chose quand on est en altitude. Bref, ce sont des pneus qui sont sollicités énormément dans leur utilisation. Et on peut aller chercher des données pour pouvoir justement donc, comprendre les sollicitations que les pneus peuvent avoir, comprendre les usages, aider les compagnies aériennes finalement donc, à faire une maintenance de ces produits la plus adaptée pour pouvoir en améliorer la durée de vie. L'avion, c'est un peu qui se rechappe, donc ça nous permet donc aussi de comprendre ces étapes de rechappage pour pouvoir optimiser l'ensemble de la vie effectivement du produit. Et ce qui nous amène du reste non plus à vendre le produit, mais à vendre l'utilisation du produit. Puisque donc en fait on est capable d'améliorer en ayant toutes ces données l'utilisation du produit. Et vous comprenez bien que quand on améliore l'utilisation d'un produit et quand ce produit dure plus longtemps sur un avion, sur un camion ou sur un camion qui va chercher effectivement des minerais dans une mine, finalement donc on consomme moins de pneus. Et consommer moins de pneus, c'est finalement moins de recyclage, c'est moins de capacité à mettre en œuvre. Alors on devrait, à chaque fois que je voyais un client, je dis non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous vendre moins de pneus. Donc là, ça commençait à être un peu curieux parce que mon boulot, c'était de vendre des pneus. Mais quand on vend l'utilisation du pneu, en fait, on change de raisonnement, on change de mindset. Et c'est bien les données qu'on va aller chercher dans l'utilisation et qui vont nous permettre de comprendre l'utilisation du pneu qui vont améliorer ce business-là. Et tout le monde est gagnant, y compris la planète, puisque finalement, on consomme beaucoup moins de matières premières. Et ce qui était intéressant que vous nous racontiez quand on préparait cette interview, c'est que quand vous avez un produit qui est supérieur sur le marché, si vous le vendez, c'est difficile de le vendre. En revanche, si vous vendez le service associé, vous partagez la valeur avec le client, il peut acheter un meilleur produit en achetant en fait son utilisation et tout le monde est gagnant. C'est deux façons effectivement de raisonner qui sont différentes, mais c'est vrai que le modèle qui consiste à vendre un service lié à l'utilisation d'un produit permet d'accéder à des niveaux de performance qui sont supérieurs. Et ces niveaux de performance, bien sûr, nos clients donc, en profitent et nous aussi. D'accord. Alors, pour innover, souvent, il faut arriver à travailler avec tout un écosystème. Est-ce que chez Michelin, vous travaillez avec des startups ou vous avez des partenariats avec des startups qui vous permettent de tester des zones qui ne sont pas votre cœur de métier? Bien sûr. On a plein d'exemples et dans le domaine de la donnée, d'utilisation de la donnée, on a plein d'exemples. On va chercher des logiciels qui ont déjà été développés par d'autres, des logiciels d'intelligence artificielle. On va aller chercher des choses existantes. On en développe aussi nous-mêmes, mais si ça existe déjà, on ne va pas faire l'effort de faire autre chose. Quand je vous disais tout à l'heure que notre boulot, c'est de faire la différence, c'est donc pas de copier ce qui existe déjà. Donc, quand on étudie un sujet, on va d'abord étudier le marché, regarder ce qui existe pour pouvoir l'utiliser si on ne l'utilise pas déjà, ce qui nous permet déjà de faire des progrès. Ouais. Et ensuite, donc on va essayer de concevoir des choses nouvelles. Et même quand on conçoit des choses nouvelles, on arrive à travailler, bien sûr, avec des universités, avec des sociétés de recherche qui nous permettent de faire effectivement donc, les différents steps qu'on veut faire dans le domaine soit des modèles qu'on veut utiliser ou dans le domaine des matériaux sur lesquels on veut progresser, etc. Donc, on travaille énormément avec des startups, avec des universités, et on commence à faire partie de nombreux écosystèmes pour travailler ensemble sur des sujets particuliers. D'accord. Et alors, Michelin est assez réputé pour une culture de secret parce que vous avez quand même des procédés qui étaient propriétaires assez innovants. Et il me semble que vous avez réussi à changer, moduler cette culture du secret pour justement ouvrir vos portes. Comment vous avez réussi à faire ça? Tout va très vite. Enfin, tout ce qui nous entoure aussi va extrêmement vite. Et on s'est aperçu que souvent, essayer d'innover, ce qui demande du temps, finalement se trouvait en parallèle d'innovations à peu près similaires qui pouvaient exister sur le marché. Et donc, on perdait du temps puisque finalement, on n'arrivait pas vraiment à se distinguer du marché. Donc, sur le procédé, là, je ne parle pas du digital,
sur le procédé. En fait, on a compris qu'il fallait mieux utiliser ce qui existait déjà à l'extérieur pour pouvoir consacrer nos forces internes à la différence. Donc, on a switché il y a maintenant plusieurs années avec des équipes qui font de la veille et qui comprennent effectivement tout ce qui peut exister, puis des équipes qui sont capables, avec ceux qui conçoivent le produit ou ceux qui se projettent dans le futur au niveau industriel. Et une projection, ça peut être par exemple zéro émission de CO2 de notre industrie. Ce n'est pas forcément uniquement de la performance économique, mais c'est des performances de ce type-là qu'on va chercher. Et donc on se projette et on conçoit des outils dans nos usines qui nous permettent de décaler ce qu'on fait déjà. Donc travailler avec l'extérieur, c'est gagner en vitesse et c'est aussi être capable d'être plus vite différent et donc de coller à l'ADN du groupe qui est justement de proposer cette différence sur le marché. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple de solution digitale externe qui serait implémentée dans vos usines dont vous pourriez nous parler? Alors, dans le domaine du 4.0, par exemple, on est en train d'automatiser nos flux et d'utiliser des matériels qui sont donc aujourd'hui conçus à l'extérieur et qui sont eux-mêmes déjà intelligents, puisque donc, on équipe souvent ces matériels de caméra de façon donc, à pouvoir localiser assez précisément les charges qui sont prises par ces véhicules, etc. Donc là, on travaille avec des entreprises extérieures, différentes d'ailleurs, pour justement comprendre un peu ce qui se fait sur le marché, pour pouvoir automatiser nos flux. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple dans le 4.0. C'est un exemple d'automatisation un peu différent, mais c'est un exemple. Mais cette automatisation, elle est possible parce que justement, on est capable d'utiliser de plus en plus de données et de repérer de plus en plus les véhicules dans nos usines grâce à une accumulation de données fortes. D'accord. Et alors, vous parlez d'innovation sur les organisations. Est-ce que les opérateurs, les managers de production dans vos usines sont friands de ces innovations digitales et de la robotisation? Parce que ça peut faire peur souvent. Comment c'est ressenti? Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Et en fait, on est allé voir nos usines quand on a commencé à réfléchir sur la donnée. On a voulu faire en sorte que cette donnée soit utile aux personnes qui étaient dans les usines, y compris aux opérateurs. Donc en fait, quand on a travaillé sur la donnée, on a dit, ben voilà, à l'ensemble des personnes qui étaient dans une usine, que ce soit sur une machine, que ce soit dans une équipe de technicien qualité ou d'industrialisation, on a dit, voilà, quelles sont les données dont vous avez besoin et que vous n'avez pas parce et que vous êtes obligé d'aller chercher et qui vous fait perdre finalement de l'efficacité. Et on a commencé à amener la digitalisation sur cet aspect des choses. Comment aider les gens à avoir un accès à la donnée au bon moment, au bon endroit, et bien sûr, données qui étaient mises à disposition de la bonne personne. Si la personne sur la machine est capable de traiter un sujet qualité, parce qu'il y a une dérive qui est constatée, parce qu'on la mesure, on va donner à l'opérateur la capacité, bien sûr, d'aller chercher la donnée, de la comprendre et d'agir pour pouvoir corriger. Donc, ça fait deux choses. Donc, ça permet deux choses au niveau des personnes. C'est de leur donner une impression d'efficacité et de leur donner une impression d'autonomie et de les faire grandir, puisque finalement, ils arrivent à traiter des sujets qu'ils ne traitaient pas auparavant. Ouais. Et quand je parle de qualité, je peux parler aussi de détecteurs de mesure qui permet d'intervenir sur une machine pour la maintenir plus correctement. Je parle d'informations sur les flux de fabrication. Quand un stock est trop élevé à un endroit, ce n'est pas la peine de continuer à fabriquer le produit qui est fabriqué. Il vaut mieux changer de dimension. Quand on a la donnée automatiquement et qu'on sait finalement, donc on est capable de s'organiser de manière rapide, on a des opérateurs qui peuvent ensemble rapidement décider. Donc, cette donnée ne fait plus peur aujourd'hui parce que les premières applications qu'on a pu mettre en œuvre dans les usines sont des applications qui ont été au service des personnes des usines. Voilà. Donc, et on a fait une enquête dans nos usines et on a compris que la donnée était ressentie, ou l'introduction de la technologie digitale et donc du traitement de la donnée, l'utilisation de la donnée était ressentie comme étant quelque chose de bénéfique et de valorisant. D'accord. Et
là, vous donnez des exemples de capteurs dans les machines. Pour des industriels qui seraient, on va dire, beaucoup moins avancés que vous, comment ça s'est passé historiquement? Est-ce que vous avez commencé à mettre des capteurs dans les machines pour outiller vos machines et qu'ensuite, après, vous avez été sur les capteurs dans les produits pour comprendre d'autres types de données? Est-ce que vous aviez le plan dans votre tête avant d'outiller vos pneus ou est-ce que c'était par, on va dire, des tests et des erreurs que vous êtes tombé sur l'idée de faire comme ça? Comment ça s'est fait? Au début, moi je vais raconter mon histoire, mais c'est vrai qu'au début, on a travaillé d'abord sur le produit parce que donc on avait un certain nombre de sujets qu'il fallait qu'on puisse travailler avec nos clients, des problèmes constatés. Et donc, pour comprendre, finalement, on est allé chercher un certain nombre de mesures qui nous ont permis, un, de comprendre, deux, de corriger, et trois, de mieux répondre à la demande de nos clients. Et donc, petit à petit, il y a eu un certain nombre de données qui se sont agglomérées, hein, et on a vu, dans un même temps, dans nos usines, un certain nombre, effectivement, donc, de mesures qui étaient faites une fois de temps en temps et qui permettaient, et ça on l'a compris aussi, quand on pouvait le mesurer de manière continue, apporter des informations extrêmement précises quand on pouvait les combiner. Et quand vous mesurez une seule fois de temps en temps sur une machine, vous n'arrivez pas à corréler cette mesure à une autre mesure que vous faites de temps en temps sur une autre machine ou sur le produit final qui sort de l'usine. Alors que quand vous avez des mesures en continu un peu sur toute la chaîne, vous arrivez bien sûr à suivre un certain nombre de dérives, mais vous arrivez donc aussi à corréler un certain nombre de données. Et donc à comprendre ce qui se passe globalement dans votre usine pour pouvoir coordonner et figer ensemble les différents paramètres qui influent sur tel ou tel niveau de performance, soit du produit, soit de votre usine. Et donc, c'est cette compréhension progressive, finalement, qui est arrivée et qui nous amenait donc, après à structurer une démarche. Et cette démarche, on l'a structurée en comprenant d'abord quels étaient les domaines dans lesquels on voulait travailler pour améliorer la performance. Et là, je reviens à nos usines. Et on a compris dans ces domaines quelles étaient les données qu'il fallait qu'on collecte pour pouvoir accéder à ces niveaux supplémentaires de performance. Et tout ce qui nous a amené à réfléchir à notre infrastructure informatique, à la gestion de la donnée, aux métiers qu'il fallait mettre dans les usines, et pour derrière ensuite développer de plus en plus d'applications qui permettent d'utiliser ces données. Voilà. On en est là. Et aujourd'hui, on a des applications de plus en plus sophistiquées. Ce sont des applications où j'utilise une donnée unitaire, je vois ça dérive dans le temps et je réagis. Mais on a aussi, comme je vous l'ai dit, des corrélations entre d'innombrables données qui se font, et on arrive à comprendre des corrélations complexes et des problèmes complexes, sur des performances produits notamment. Et puis on arrive maintenant à simuler. C'est-à-dire à prévoir ce qui va se faire. Et puis quand la prévision est mauvaise, on essaye d'agir en amont pour faire que la prévision soit bonne. Et donc on est meilleur plus vite. D'accord. Et après, on va essayer de boucler et faire de la prescription. Donc en fait, on grandit dans tous ces domaines-là. On est assez avancé dans les domaines les plus simples, ce qui nous amène à former les gens à l'utilisation des données. Et on commence à grandir sur des modèles plus complexes. D'accord. Vous avez parlé d'infrastructures et de différentes solutions digitales. Comment vous êtes organisé chez Michelin? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un ERP qui est maison propriétaire ou est-ce que vous avez une solution du marché? Est-ce que vous avez des data warehouse que vous managez vous-même pour vos données ou est-ce que vous avez, on va dire, des solutions qui s'occupent de ça pour vous? Comment vous faites? On a une histoire. Donc, on a bien sûr développé dans le temps un certain nombre de systèmes d'information. Alors là, je parle de notre industrie, dans nos usines. Ouais. Ces systèmes d'information, on n'a pas de MES à proprement parler. On a un ensemble de systèmes, là souvent développés par nous-mêmes, du reste, et qui nous permettent de gérer notre qualité, nos flux, notre maintenance, etc. En fait, quand on a voulu utiliser la donnée, on s'est posé la question, est-ce qu'on casse tout et on met un ensemble effectivement qui est globalement cohérent et qui est proposé par des entreprises, ou est-ce que finalement on essaye
d'intégrer ce qu'on avait déjà dans l'évolution obligatoire qu'on devait avoir. Il fallait utiliser la donnée de meilleure manière. Et on a choisi cette deuxième solution, donc on a gardé notre infrastructure informatique et on a mis à côté, on appelle effectivement donc, le data lake, et on est progressivement donc allé déverser l'ensemble des données, y compris du reste qui était utilisé par les systèmes d'information que j'évoquais tout à l'heure, pour faire un data lake qui à la fois va chercher de la donnée temporelle, mais aussi qui va effectivement donc gérer le relationnel entre les différentes données qui viennent de nos automates ou qui viennent effectivement de systèmes d'information précédemment développés. Et on fait ça, et aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, les applications digitales ou les anciennes applications informatiques vont chercher leurs données dans ce data lake. Donc, ce qui nous amène à être globalement cohérent dans l'utilisation de la donnée, et ce qui nous amène aussi, petit à petit, à faire évoluer nos anciens systèmes avec des applications qui sont plus élémentaires, plus agiles, qu'on développe en ce moment. Donc, on a une réunion, on va dire, aujourd'hui du digital et de l'informatique. Vous pouvez avoir dans des entreprises un chief digital officer et puis donc un patron de l'informatique. On a eu ça, mais on n'a plus ça. Maintenant, on a donc à la tête de cet ensemble une seule personne qui réfléchit informatique, architecture informatique et slash digital, c'est-à-dire une architecture qui a des applications, qui utilisent des données qui sont effectivement donc bien gérées. D'accord. On a une des personnes là, Pierre, qui travaille dans une industrie à flux continu, qui vous demande quels sont les outils digitaux qui vous ont été les plus utiles pour suivre votre production dans vos usines. Il y en a plein. Puis je sais qu'en citant un exemple, je sais que je serai complètement donc imparfait. Mais nous, par exemple, nous, en ce moment, on développe un certain nombre de mesures sur nos produits. Alors, le pneu, il est fait d'une couche d'un certain nombre de sous-produits ou de semi-finis qui sont donc différents les uns les autres. Donc, il faut qu'on soit certain, quand on assemble ces produits, à la fois de leur parfaite géométrie, mais aussi de leur parfait positionnement dans le pneumatique. Donc, on met en œuvre énormément de mesures en continu, cette fois-ci, qui nous permettent de bien comprendre ce qu'on fait à chaque étape du procédé en termes géométriques et en termes d'assemblage pour pouvoir donc, obtenir la performance d'un pneu au final. Donc, ça nous permet de garantir finalement une qualité et un modèle théorique. Et ça, si on le fait en continu, on arrive finalement à être tout le temps bon. Alors, je vais au bout. Bien sûr, on a des problèmes, mais la donnée nous permet d'avoir accès à ces problèmes-là et donc de pouvoir mieux les analyser, mieux les comprendre et mieux réagir. Mais il y a un autre domaine, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la consommation d'énergie. Quand on comprend comment on consomme l'énergie, on est capable effectivement de mieux utiliser cette énergie. Et on fait des gains assez considérables d'énergie parce que on comprend mieux comment optimiser l'utilisation de cette énergie. On fait énormément aussi de mesures pour améliorer la maintenance. Prédire. Et puis, je vais vous donner un autre exemple, puis je finis parce que vous allez voir, c'est différent. On a fait aujourd'hui, on travaille sur un digital twin d'usine, alors d'abord de machines aussi, mais aussi d'usine. C'est-à-dire qu'on sait simuler le fonctionnement d'une usine. Donc, on sait comprendre l'effet de la planification d'une usine sur la performance de cette usine. Et donc, c'est un outil pour nos planificateurs extrêmement important qui nous permet d'optimiser la capacité de notre usine, puisque tous nos procédés sont liés, donc il faut que soit parfait pour pouvoir optimiser l'output d'un asset qui est dans une usine. Et donc, ces outils de simulation, par exemple, nous amènent à optimiser concrètement la capacité de fabrication. Donc, il y a plein de progrès dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la planification que nous sommes en train de découvrir. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début, quoi. Donc, on va apprendre plein de choses.
D'accord. Et j'imagine que les directeurs d'usine, les opérateurs sur le terrain sont assez, on va dire, contents. C'est pas quelque chose qui leur est imposé, c'est quelque chose qui rend leur métier plus intéressant et qui les motive. Alors, il y a ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, donc c'est une façon de faire grandir les métiers qui sont dans l'usine. Mhm. C'est une façon aussi de donner de l'autonomie aux équipes. Et donc, c'est important, puis je vais peut-être y revenir. Mais c'est aussi une question tout simplement financière. Hein. Oui, Quand vous allez chercher de la performance avec l'utilisation de la donnée, c'est beaucoup moins cher que quand vous modifiez vos process. oui. C'est des investissements qui ont un retour sur investissement rapide, le digital. Oui, les paybacks, alors il y a un investissement initial qui est un investissement d'infrastructure informatique qu'il faut effectivement donc faire, mais les paybacks sont entre 1 et 2 ans. D'accord. OK. Donc c'est Alors, les paybacks et les niveaux de performance, c'est pas, on n'est pas en train de parler de 5 000 euros, quoi. mhm, On est en train de parler d'applications qui font gagner à l'entreprise des millions d'euros. mhm. Donc, et c'est pour ça que les directeurs d'usine, bien évidemment, donc, sont attachés à développer les compétences nécessaires et l'introduction du digital dans leurs usines. D'accord. Alors, quand on innove autant que vous le faites, j'imagine qu'il doit y avoir quand même régulièrement des échecs, parce que vous testez plein de choses nouvelles. Est-ce que vous pourriez partager un de vos échecs, si c'est possible, et les leçons que vous en avez apprises? Enfin, comment vous fonctionnez comme ça? Alors, je dirais, enfin, globalement, quand on a commencé à travailler sur le numérique, sur le digital, on a commencé à développer des différentes applications pour les usines qui nous demandaient, bah, tiens, ce serait bien d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Et en fait, on utilise une méthode agile, hein, que vous Mhm, connaissez, et qui consiste à avancer progressivement sur un sujet. Et puis, si au bout du compte, la création de valeur qu'on attendait, elle est là, on continue. Si elle n'est pas là, on arrête. mhm, Donc, en fait, donc aujourd'hui, et l'investissement qu'on fait, il est sommaire, il est très, très faible, puisque les applications digitales sont des applications donc, qui sont unitaires, enfin, qui sont très. Dont le périmètre est bien connu. mhm. Et quand vous développez une application digitale, finalement, les coûts que vous mettez sur cette application ne sont pas énormes. Oui. Si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Donc, vous arrêtez. Donc, on a plusieurs types de use cases, hein, qu'on pouvait penser être intéressants, et finalement, Mhm. qui se sont arrêtés parce qu'on a vu que globalement, la mise à l'échelle n'allait pas nous rapporter Ouais. énormément de bénéfices. Alors quoi allez, ça peut être dans des utilisations, l'utilisation de la voix. Mhm, Je dirais, on est en train de regarder comment faire en sorte d'avoir des opérateurs qui parlent à leur machine. mhm. Bon, faut pas le mettre partout, quoi, Ouais. hein, parce que c'est pas forcément utile partout. Hein, donc, on peut laisser des interfaces homme-machine qui sont plus traditionnelles à certains endroits. Puis là où on en a besoin, j'irai développer l'utilisation de la voix pour pouvoir justement gagner en performance. Parce que l'opérateur, à un moment donné, sur une opération, bah, il vaut mieux qu'il parle qu'il appuie sur un écran, quoi. D'accord. Ça marche. Donc, bon, donc il y a, et les échecs, enfin les échecs. Oui, les arrêts, il faut justement en avoir. Parce que les idées qu'on a a priori, il ne faut pas forcément les tuer. Ouais. Par contre, il faut avoir une rigueur dans le process, qui consiste à dire, bon, ben, on pensait que ça rapporterait de la valeur, on ne le fait pas. Parce que là, ça m'amène effectivement donc à dire un point important. Dans le digital, ce qui est important, c'est l'utilisation de la donnée et la Mhm. valeur que, bien sûr, apporte cette utilisation de la donnée. Donc, il ne faut pas faire du digital pour se faire plaisir, quoi, parce Ouais. qu'on pourrait s'y perdre. On pourrait s'y perdre. Et comme on n'a pas le temps ni l'argent, il vaut mieux avoir des méthodes qui permettent justement de détecter des applications qui ne sont pas rentables. Et il y en D'accord. a. Il y en a. OK. Alors, vous avez été patron de l'Amérique du Sud. Est-ce que vous avez une expérience un peu folle ou une anecdote à nous raconter de cette époque-là? Mhm. Bah, j'en ai plein aussi, mais en fait, c'est plus la première expérience, c'est plus lié au client, hein, Ouais. et quand on est patron de business comme ça,
comprendre les clients et aller se confronter aux clients apporte, amène à être de plus en plus humble. Donc, bien sûr, quand on a des produits qui sont performants et qu'on pense pouvoir être meilleurs que les concurrents, ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Et on s'aperçoit que les utilisations de nos clients sont tellement diverses qu'une offre ne répond pas à tout. Et les expériences effectivement, que j'ai pu avoir en allant voir des clients en me disant, moi, commençant par parler des atouts que nos offres pouvaient proposer à ce client et entendre qu'en fait, la gestion d'une entreprise, ce n'est pas forcément donc acheter des produits, mais c'est finalement aller vers différents produits qui peuvent apporter différentes valeurs. Donc, c'est une question de valeur. Quand une entreprise veut acheter des produits qui sont des produits à forte valeur, il compare les valeurs relatives. Il ne compare pas un peu avec un autre nœud, il compare un peu avec notre investissement qu'il doit faire dans son entreprise pour pouvoir améliorer sa performance. Donc c'est la compréhension en fait, du client qui est complexe et et qu'on comprend bien sûr toujours mieux quand on est confronté toujours au client. Puis la deuxième belle expérience, c'est une expérience d'équipe. Au Brésil, nous, on a des équipes qui sont comme partout. Mais là, je les ai vues de près, donc extrêmement motivées, extrêmement engagées, qui ont énormément d'envie. Et organiser cette envie avec les équipes, organiser ce besoin effectivement de progresser a été passionnant. Donc à la fois, deux expériences liées à la fois à nos clients puis aux personnes qui sont dans nos équipes. Et c'est bien cette symétrie finalement des intentions qu'il faut savoir mettre en œuvre dans nos entreprises. Parce que c'est avec des personnes qui sont engagées et qui sont heureuses dans ce qu'elles font qu'on arrivera extrêmement performant vis-à-vis de nos clients. Ça marche. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Philippe. Et pour les industriels qui sont un petit peu moins avancés dans leur transformation numérique et dans leur culture de la donnée, quels conseils vous leur donneriez pour réussir? Parce que quand on voit la performance de Michelin et ce que vous faites, je pense que tout le monde voit que c'est pas une option, quoi, c'est indispensable. Mais comment on fait pour réussir cette transition? Oui, ça, je crois que c'est vrai. Hein. La donnée n'est pas une option. Introduire les technologies digitales, ce n'est pas une option. Si on veut, dans la durée, améliorer la performance et être compétitif, il faut savoir utiliser ces technologies. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et on le voit aussi après, hein, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est que quand vos usines ne sont pas lean, et n'ont pas un esprit lean, et ne mettent pas en œuvre le lean dans leurs ateliers, si donc par conséquent dans les ateliers c'est un peu le bazar, digitaliser le bazar, ça fait encore plus de bazar. Ouais. Il y avait un conseil à donner, c'est déjà de travailler sur l'efficience opérationnelle de l'industrie dans laquelle on est pour être le plus lean possible. Et ça, pour moi, c'est un prérequis à l'introduction de la donnée. Et le deuxième prérequis, c'est développer l'autonomie des personnes. Parce que quand on veut utiliser une donnée, il faut qu'on l'utilise au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne personne. Si la personne n'est pas capable de décider ce qu'il faut qu'elle décide quand elle a la donnée en main, on a perdu la valeur qu'il y a à mettre à disposition cette donnée-là. Donc là, il y a deux prérequis qui sont véritablement donc indispensables. Puis après, il faut bien travailler sur son infrastructure et sur la donnée, et sur la gestion de la donnée. Et après, il faut travailler effectivement sur l'utilisation de la donnée et par des applications qui sont simples, qui permettent de faire envie justement donc aux opérateurs et à ceux qui vont utiliser la donnée. Et cette compréhension progressive des choses va permettre de mettre en œuvre des utilisations de plus en plus complexes et donc d'aller apporter de la valeur de plus en plus complexe, mais de façon robuste. Donc, il y a des étapes dans une transition digitale. Ouais. Elle ne se décrète pas, elle s'organise. Le plus difficile, c'est la montée en puissance, c'est-à-dire c'est le déploiement de l'utilisation du digital. Et ce déploiement, effectivement, s'organise avec des prérequis, comme je l'évoquais, avec de la technologie,
avec une gestion de la donnée et avec des compétences. Donc, il faut mettre en œuvre ces compétences, il faut qu'on comprenne l'utilisation de la donnée avant de dire qu'on va le faire. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est vraiment passionnant et moi, j'adore à chaque fois. Je sais que j'utilise très souvent votre exemple de passage de la vente du pneu à la vente du service associé au pneu pour expliquer aux industriels l'intérêt de la donnée parce que certains ne la voient pas. Donc, merci encore beaucoup pour votre témoignage. Et alors, le but de cette communauté industrie, c'est de faire des webinaires comme ça en interrogeant des industriels qui sont très avancés pour partager du contenu. Mais la semaine prochaine, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va organiser des sessions qui vont permettre aux différents participants d'échanger entre eux et de se poser des questions, de demander des conseils, et pour ne pas avoir uniquement soit des offreurs de solutions, soit des consultants en face, mais pouvoir vraiment avoir la possibilité de demander à des confrères, à d'autres industriels, comment ils ont fait pour être motivés, avoir les bonnes façons de prendre ce sujet, parce que c'est un sujet qui est, comme nous l'a expliqué Jean-Philippe parfaitement, indispensable pour faire grandir l'industrie. Voilà. Mais merci beaucoup Jean-Philippe, merci à tous. Et puis, un plaisir. Une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.